j'ai choisi totalement au hasard à Emmaüs. Obviously, pas pour la couverture que je trouve très moche. En fait, je l'ai choisi juste parce qu'il y a un poème de Jacques Prévert que j'adore qui s'appelle Chanson de l'oiseleur. Et du coup, j'avais envie de lire un livre de lui. Et donc, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais dans le livre, en fait, le livre est très décousu, c'est-à-dire il y a des passages, c'est des nouvelles un peu autobiographiques. Et après, on se retrouve avec pourquoi là j'ai mis avec genre des trucs comme ça. Enfin, bref, je ne sais pas. En fait, ça porte très bien son nom, Chose et autres. C'est un peu comme si c'était un brouillon. Mais en fait, dans ce livre, il y a plein de choses qui m'ont touchée et qui m'ont fait tomber amoureuse de Jacques Prévert. Déjà parce que c'est un des... Enfin, j'ai pas une grande connaissance en auteur-autrice du XXe siècle, mais en tout cas, c'est un des rares que j'ai pu lire qui politiquement me correspond grave. Et c'est quelque chose qui m'a vachement touchée. Genre, on voit son engagement politique et vous allez le voir dans ce livre. Mais déjà, la première chose, du coup, la première partie du livre, ça s'appelle Enfance. Et donc, c'est. Je sais pas, c'est autobiographique ou semi-autobiographique. Mais en tout cas, en fait, ce qui m'a énormément touchée, c'est que après, c'est mon interprétation. Et je ne sais pas si mon interprétation est juste, parce qu'après, je suis allée voir sa page Wikipédia. Et ça correspondait pas trop à ce que moi j'ai compris. Mais, alors, faut que je trouve. Donc déjà, c'est sa façon de parler des hommes, des autres garçons, que j'ai trouvé, en fait, la première fois qu'il l'a fait, ça m'a fait un peu tilt en mode, c'est rare de voir un homme s'exprimer comme ça par rapport à un autre homme. Et surtout, je pense à cette époque. Donc là, il dit: je lis un livre de maman, le voyage d'une noce parisienne autour du monde. Et là, il y a une citation du livre. Mon rêve est trop beau pour être compris. Ce sont les sorcières qui me l'ont appris. Fin de citation. C'est un Indien qui a dit ça à la mariée. Il est très beau sur l'image et la façon qu'il a de parler me plaît. C'est dommage qu'on ne puisse pas chasser les cauchemars à coups de pied. Comme j'étais triste, il me caressait les cheveux. Il me citait une phrase d'un écrivain qu'il connaissait et qui s'appelait Jean Lorrain. J'ai beau savoir que ce n'est pas grand-chose, ça me fait mal et ça me fait pleurer. Et j'ai l'impression que c'est un peu le mantra des gens hypersensibles. Ensuite, son père lui dit: il n'y a rien de plus bête que de plaisanter avec le corps des êtres. Et là, j'ai mis un petit cœur. Alors, je crois que dans l'histoire, il raconte un peu son enfance et tout ça. Et au bout d'un moment, ça fait longtemps que j'ai lu le livre, il rencontre des enfants de son âge, dont un garçon et une fille. Alors, donc la première prise de parti politique, il cite un autre livre, je crois que c'est
et surtout Sitting Bull, que j'aimais beaucoup parce qu'il était indien et que les Indiens, comme les Boers, c'était eux qui étaient dans leurs droits, comme les Noirs de la caste de l'oncle Tom. Vient mon moment le plus préféré. Le plus préféré. Vient mon moment le préféré. Vient mon préféré moment du livre. Enfin, de cette partie du livre. Parce qu'après ça s'arrête. Qui est un peu longue parce que ça dure 2 pages. Donc moi c'est le passage du livre que j'ai interprété de la façon dont je l'ai interprété. Voilà. Un soir, la pluie commençait à tomber. Je venais de quitter mes amis et assis sur le trottoir, malgré cette pluie, j'avais envie de pleurer. Elle n'y était pour rien la pluie, mais je n'étais pas contente de ma journée. Je trouvais que la petite fille, c'était une petite fille pour jouer, pour rire, mais pas comme souvent je rêvais, une petite fille à aimer. Comme le garçon était plus joli qu'elle, ça me gênait. De temps à autre, cela m'arrivait déjà de réfléchir, de causer avec moi quand j'étais tout seul. Et par la suite, en grandissant, cela devint de plus en plus fréquent. Et quelquefois c'était très drôle, mais rarement. Beaucoup plus tard, j'avais 10 ans, 11 ans peut-être, avec un billet de quai. J'entrais dans les splendides souterrains de suite de la gare d'Orsay, ces souterrains qui menaient en Bretagne, unique pays qui m'attirait. La musique du départ était belle avec le charbon, les sifflets, la ferraille, mais je ne rêvais pas de partir tout seul. J'aurais voulu emmener avec moi ceux que j'aimais et avec qui j'étais partie la première fois. La même chose, la même nouveauté, retrouver, revenir et que rien n'ait changé. Ni les plantes rares sur le sable, ni le vent, ni les premières algues, ni la marée. La première fois la mer, la première fois l'été salé et ce petit crabe, captif sous un verre sur la table du casino du désert de la Bolle. Ce petit crabe que j'avais délivré et que jamais je n'oublierai. J'étais assis sur un banc vert avec marqué « Allez frère ». Il était je ne sais plus quelle heure, mais c'était l'heure de l'école où ce jour-là, comme tant d'autres, je n'étais pas allée. Le train partait. Le dernier des voyageurs arrivait en courant, avec des gestes essoufflés, une valise au bout d'un bras et qui gesticulait. Et voilà déjà que le train, un peu loin, comme un gibier manqué, et l'homme reste là, avec sa valise tremblante sur le quai. J'aurais dû l'aider, j'aurais dû courir avec lui, lui porter sa valise, rattraper l'heure, le temps, la lumière rouge disparue, l'espoir en aller. J'avais les larmes aux yeux, et puis l'homme passa devant moi. Je le regardai, et soudain, le plus simplement, le plus terriblement du monde, je compris, si comprendre veut dire ce qu'il veut dire. Je compris qu'avec le train, quelque chose de moi avait été emporté. Cet homme, dans le fond, comme aurait dit mon père, je m'en fichais pas mal, mais ça m'embêtait, c'était pas simple. Je me parlais comme on se parle d'homme à homme, de petit garçon à petit garçon. Je me questionnais, nous nous questionnions, nous nous répondions. Qu'est-ce que t'avais à faire avec ce type-là? Tu ne sais même pas qui c'est. Il a raté son train mais il ne courait pas tellement vite. Et peut-être que ça l'arrangeait. Il n'y a pas de quoi pleurer. Et revenait par dérision une phrase marrante, entendue en faisant la queue du mont de piété. On ne prête plus sur le chagrin, le bureau des pleurs est fermé. Et je rentrai. Avais-je appris sans le savoir l'indifférence à qui si souvent je devais avoir recours plus tard. Mais la rue était pareille, la rue du Vieux Colombier, ou peut-être encore la rue de Tournon. Quand je rentrai à la maison, et la maison semblable à la rue, avec le concierge et puis les étages, mon père, ma mère, mes frères, les chats, l'oiseau, le vin sur la table, le couvert mis pour pas grand-chose. Ils ne demandèrent pas ce que j'avais, d'où je venais, c'étaient les miens. Ils me savaient triste et ne
cherchaient qu'à me changer les idées. Je les regardais, je les aimais, ils m'aimaient et me regardaient. Enfin, on se regardait. Ce jour-là, je les aimais peut-être davantage, mais j'étais dans un autre paysage. La première fois que je l'ai lu, j'ai grave pleuré. Parce que pour moi, c'est un coming out. Mais après, j'ai regardé la biographie de Prévert et il n'y a rien qui indique qu'il soit gay ou bi ou je ne sais quoi. Et du coup, je suis un peu confuse. Je me dis peut-être que j'ai pas du tout bien compris le texte. Mais bon, quand même quoi. Faut que je demande à Karine Le Marchand. Donc là, il y a pas mal de poèmes. Alors là, pour mes 4 lovers, ils ont insulté les vaches, ils ont insulté les gorilles, les poulets, ils ont insulté les veaux, ils ont insulté les oies, les serins, les cochons, les maquereaux, les chameaux, ils ont insulté les chiens. Les chats, ils n'ont pas osé. Ah bah super. Je pense que c'est très touchy, mais c'est ouf de voir que ça revient. Donc ça parle de la carte du Vietnam. Aujourd'hui, c'est une napalm que l'adulte met dans la tête des enfants. Et il est étonnant qu'ils s'étonnent quand l'enfant fabrique des cocktails Molotov, même avant d'être adolescent. Alors là, j'ai coché la page, je sais pas pourquoi. Presque tout ça, je suis aujourd'hui, c'est toujours dans le temps. Et tous ont suivi celui qui criait en avant lui sinon c'était aujourd'hui. En avant, c'était venant. Ton visage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ta gueule, mais je suis polie. Alors, là ça s'appelle Mai 68. Et si la jeunesse ouvre la bouche par la force des choses, par les forces de l'ordre, on lui la fait fermer. On ferme, mais la jeunesse adhère. Matraquée, piétinée, gazée et aveuglée, se relève pour forcer les grandes portes ouvertes, les portes d'un passé mensonger, périmé. On ouvre sur la vie, la solidarité et sur la liberté de la lucidité. Ah, alors là, c'est très long. C'est très très long. Mais c'est important. C'est sur Angela Davis. Sa tête, sa jolie tête était mise à prix aux enchères du malheur, du grand malheur théolégal, des idolâtres, haineux, racistes, cons. Aujourd'hui, sous les verrous, derrière les barreaux, elle est sous bonne garde la garde d'horreur, l'horreur stupide, blême et quotidienne. Angela Davis est professeure. Et les très riches et très honorables citoyens qui seront choisis pour faire partie du grand jury blanc, furieux de la savoir, et bien mieux que... Oh, il pleut. Capable de culture blanche, la déclare d'avance coupable de culture noire, sans même attendre que teignent sur le plancher du tribunal la fausse monnaie, les pièces du procès. La culture noire. Ils ne croient pas si bien dire, et s'ils étaient capables de comprendre, les frères de Soledad, le livre de George Jackson, ils seraient stupeur et angoisse en réalisant ce qu'un tout jeune garçon noir peut apprendre, savoir, et dire et écrire sans autre professeur que lui-même.
totale solitude, en évitant chaque jour, chaque heure, les misérables pièges de la plus sordide provocation. Pour lui, comme pour Angela Davis et tant d'autres, la culture noire, c'est d'abord de savoir et faire savoir que Sam, l'oncle à héritage, n'a pas oublié les Noirs dans son Ancien comme dans son Nouveau Testament. Vous serez élevé dans du coton et vous travaillerez à la sueur de votre front, non pas comme les Blancs, parfois tout de même un peu tranquillement, mais comme des N-words. C'est la citation de Sam, de l'oncle Sam. Et c'est lui-même qui cite ce que disent les Blancs. Donc, mais comme des N-words, et votre sueur sera du sang. Bien sûr, l'esclavage sera aboli, mais ce sera façon de parler, de légiférer. Ce sera tout simplement comme l'air pollué, conditionné. Et de savoir aussi qu'un peu partout se dressent encore des potences, s'ouvrent des chambres à gaz, que la chaise électrique comme la Statue de la Liberté font partie du mobilier national, et que les bourreaux, pour bien gagner leur maximum vital, se lèvent avec le jour pour le labeur matinal, les exécutions capitales. Ainsi va la vie, ainsi va la mort aux États-Unis. Mais Angela Davis, dans sa prison, écoute sans pouvoir les entendre, et peut-être en souriant, les chansons de ses frères de joie, de rire et de chagrin, et les refrains marrants des enfants du ghetto. Ceux qui enferment les autres sentent leur enfermer, ceux qui sont enfermés sentent la liberté. Angela Davis, c'est la générosité, la lucidité, la vie vraie. Il ne faut absolument pas qu'elle puisse être condamnée. Quand on la jugera, les témoins viendront, c'est connu d'avance. Des témoins achetés, vendus ou loués, comme on en loue pour les mariages à la porte des mairies. Et ils jugeront sur une Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Angela Davis, elle, dira, si on la laisse parler, la liberté, toutes les libertés pour ses frères et sœurs de couleur. Évolution du rêve, rêve et révolution, réalité. Déjà des voix se font et se feront entendre de plus belles, des voix proches et lointaines, chaleureuses, populaires, menaçantes et efficaces aussi. Frères, frères. Le cri des marins du Bodenkain, surgissant de la page jetée sur eux comme un suaire, c'était déjà le même cri que celui des frères de Soledad. Frères. Écho des plus vieux cris multicolores, multicolaires, des enfants de la terre. Il faut que les gens du grand jury blanc et leurs pareils prêtent l'oreille et qu'ils entendent ce cri, comme dans un coquillage les rumeurs de la mer. Et que l'inquiétude les gagne et les contraigne à essayer pour une fois malgré eux d'ouvrir les yeux, de voir clair. Frères, eux qui ne sont que les frères d'armes des fabricants et des trafiquants d'armes du monde entier, doivent rendre des comptes, c'est-à-dire se rendre compte combien il est absurde d'accuser une femme d'avoir acheté ici ou là ce qu'ils vendent partout ailleurs. Il faut libérer Angela Davis, en attendant le jour où seront condamnées toutes les portes derrière laquelle la vie noire est enfermée. Août 1971. Oula, ok, ah oui. Là c'était très très politique aussi. Oui, depuis le début je me dis, il y a des trucs sur le rouge. MDR. Oui, le texte s'appelle Rouge. Et c'est la conclusion en fait, qui est très longue et très importante. Alors, rouge, 10 images de juste colère ouvrière devant la sauvagerie policière et 10 images de drapeaux, emblèmes des plus glorieuses nations. Et ces 10 drapeaux affichés sur un mur, crève ce mur comme au cinéma, crève l'écran une image soudain belle et dure. Une image rouge, rouge massacre, génocide, rouge Vietnam, rouge escalade, rouge Soledad,
rouge Guevara, rouge Sharon, rouge Chaubert, rouge Burgos, rouge Colonel, rouge Bengali, rouge Tchad, rouge Soudan, Bouddha Prague ou Arabouni, et tant d'autres rouges, comme celui de la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Trop dur à dire. Hawthorne. Là, c'est des citations. Enfin, c'est une citation. Tous les fondateurs de colonies ou de quelques cités illusoires de la vertu ou du bonheur ont toujours, dès la première heure, senti le besoin de réserver une partie du sol encore vierge à l'emplacement d'un cimetière et une autre partie à la construction d'une prison. Fin de la citation. Sur chaque drapeau s'étale, déborde une tache de sang, et peut-être que c'est la tache de sang intellectuelle dont parlait Isidore Ducasse sans donner inutile précision. La tache de civilisation qui éclabousse aujourd'hui les maîtres à penser, à légitimer la tuerie mondiale, regrettable bien sûr, mais indispensable, et démographiquement vitale, sans épargner les très désintéressés serviteurs de la science, les grands chercheurs biologiques, qui inlassablement mettent au point de nouvelles armes bactériologiques, et dans leur laboratoire dressent comme puces à la foire moustiques et mouches qui deviendront les très précieux colporteurs de virus, les minuscules pigeons voyageurs de la mort. La mort import-export, et un peu partout tricolore. La France ayant glorieusement gagné la 3e médaille d'or aux Jeux Olympiques de cette mort usinée, trafiquée, internationalisée, sélectionnée par le monde libre, libre de tuer les plus lointains, les plus pauvres, les plus malheureux, comme les plus courageux, tous coupables de savoir vivre, de vouloir vivre, de joie de vivre, et de répondre oui à la vie quand elle remet tout en question. La vie qui n'en a rien à foutre de ses drapeaux, de ses bannières, de ses oriflammes ou de ses fagnons de la Légion. Il suffit de voir à Paris ces grands seigneurs noirs en exil qui font la toilette du ruisseau pour comprendre que partout dans le monde, une hampe à balai est un ustensile plus utile que n'importe quel manche à drapeau. Drapeau, drapelé, draperie. À en croire les aèdes de la gloire, mourir pour cette draperie, c'était le sort le plus beau. Et dans tous les pays, à chaque drapeau son hymne, sa chanson, ses couplets et refrains, ses paroles d'honneur militaire, de grandeur mortuaire, de liberté colonisée. Mais cette musique anachronique ne verse plus l'héroïsme au cœur des citadins. Jadis, il pleuvait bergère, l'orage grondait, l'éclair luisait, la trompette guerrière entonnait l'air des combats. Les blancs moutons se croyaient des loups, de bons loups prêts à égorger les grands méchants loups d'à côté. Aujourd'hui, ils connaissent les leurs, les vrais, les bons pasteurs, les vieux bergers étoilés qui voudraient bien, comme autrefois, les entraîner allègrement vers le charnier. Mais ils n'osent ou ne veulent rien dire. La force des choses les fait taire, la force armée et policière qui seule a droit de citer. Seule la jeunesse à l'œil nu, l'oreille neuve, alors que le jour de gloire arrive, que Dieu sauve le roi, protège le franc des francs, ou le dollar, comme il a protégé le tsar. Ces cantiques patriotiques la font rire à tout casser, et si ce rire est trop violent, c'est parce qu'on l'a trop longtemps violenté. Elle sait que Dieu est un coffre-fort dont les pauvres n'auront jamais la clé. C'est une citation de Francis Picabia. Les drapeaux ont beau flotter comme la monnaie, comme des milliers de poissons morts sur les rivières sales et polluées, ou les épaves d'un chalutier coupé en deux par un sous-marin nucléaire. Les plus libres parmi les enfants de la terre n'ont aucun saint à qui se vouer, aucun culte à rendre ni à emprunter, aucun oripeau à saluer, seulement leur liberté à défendre, seulement leur vie à transformer, seulement l'amour à aimer. Et c'est pas fini, c'est là que j'ai arrêté le texte.
Ok, donc c'est vraiment la terre. Putain. La dernière partie. Ouais, voilà. Mais putain, j'arrive pas à comprendre. Bon, je, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je sais pas si j'ai vraiment extrapolé des choses la dernière fois ou je sais pas si c'est là. Enfin, genre si avant j'avais une compréhension de génie et que maintenant je comprends plus rien. Mais là j'interprète pas du tout de la même manière que ce que j'avais interprété dans mes souvenirs. Mais je vais quand même le lire parce que c'est un beau texte. Et c'est de la prose et moi j'adore. Alors, la mort, la vie, c'est les sobriquets de l'inconnu, avec les formalités d'usage et d'usure, un acte de naissance, un permis de séjour, un laissez trépasser. Mais la souffrance, souffrir pour être beau, tant mieux pour eux s'ils aiment ça. Moi, cette beauté-là, j'en veux pas. Et souffrir de ne pas souffrir, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pas plus que d'enfanter dans la douleur, sans douleur, un pauvre petit prématuré. En face de rêve, il lui piégerait les ondes cérébrales, afin, comme ils disent, de pénétrer l'âme enfantine. Et personne pour crier au viol dans les couloirs de la clinique. La souffrance, et de préférence celle des autres, pour beaucoup trop c'est un plaisir. Y a qu'à regarder leur calendrier, subir le martyre ou le faire subir. C'est une vie de saint, comme celle de Saint Louis, qui rentrant l'Inquisition sous un chêne, fit brûler le nez et les lèvres à un pauvre mec qui avait blasphémé. Mais la sainte anesthésie, vous pouvez toujours chercher. La souffrance, je pouvais pas la souffrir. Et un beau jour, un atroce, démesuré, quelque chose m'est arrivé. Avec quelqu'un dedans. C'est pas un secret, mais je dis pas qui c'est. C'est comme si je m'étais jeté la tête la première dans le malheur glacé. La tête, toujours la tête. Quand la tête fait naufrage, les rats ne quittent pas le navire. Et c'est pas les rats du Tradéry, les petits rats d'opéra, ni les rats des champs, des rats d'hôtel ou des goûts. Ça encore, ça irait. Mais c'est des rats savants, culturels cultivés, torturants torturés. Ils grattent jour et nuit, sans arrêt. Ils ont été dressés pour gratter, pour chercher leur nourriture dans le grand merdier des idées. Heureusement, les rats de ma tête parfois le sang de mon cœur les noyait. Alors, je retrouvais le sommeil, le rêve. Bien sûr, on ne rêve pas ce qu'on veut. On ne peut pas, ce serait trop beau. Mais une nuit, j'ai rencontré le marchand d'oubli, d'une vieille gravure des Tuileries. Il avait tourné sa petite loterie, j'avais gagné, il a souri, moi aussi. Et puis Morora, une sorcière ou une fée, je ne sais pas. Morora, c'est moi qui l'appelais comme ça. Elle avait le visage de l'indifférence heureuse. Je la connaissais sans la reconnaître. Et après tout, c'était peut-être moi. La nuit est un miroir, le rêve un bal masqué. Elle chassait les rats à coups de balai, en disant à quoi bon, mais ajoutant à quoi mauvais. Les jours passaient, mais ses façons de parler. Il y en avait qui voulaient rester là, qui s'allongeaient. Fallait attendre. Enfin, la clinique était ripollinée. Tout était propre et blanc, les médecins aussi. Ils étaient aux petits soins pour moi, mais surtout aux grands soins pour mes rats, mes sidérats, de vrais vétérinaires. Et grâce à ces braves petites bêtes, ils espéraient me découvrir plus que me guérir. Savoir qui j'étais. Pourtant, tout le monde ignore comme chacun sait, et je l'espère ne le saura jamais. Alors, j'ai fait la malle, je suis rentrée chez moi. Chez moi, c'était la rue, et n'importe où tout autour. J'allais mieux, j'avais le bien de la rue comme d'autres le mal du pays. Là, j'ai fait d'heureuses rencontres, des gens à qui se taire quand on ne veut pas parler. Et la mère aussi, soudain je l'ai rencontrée. Ce n'était pas par hasard ni par nécessité, mais par chance, c'est pas pareil. Et devant elle, je retrouve ma joie secrète, si
silencieuses, immobiles, m'ont revu, m'ont démenti à presque tout. Le marchand d'orage et son panier d'éclairs est assis sur la plage. Il vend aux enfants des nuages noirs, des trucs à crépitement, des cerfs-volants sauvages, des cafetières volantes, des ballons rouges sanglants, des lames de fond et des cormorans fous, des coquillages méchants, et puis les sombres sabliers de la toute dernière heure avec la panoplie du parfait petit naufrageur, des bidules à faire rire, à faire peur, des gadgets à polluer le bonheur. Et les enfants s'amusent à massacrer le temps, comme les grands, ni responsables, ni coupables, ni innocents. Ils sont vivants, marrants, gentils comme tout. Ils s'amusent d'un rien, et si ce rien est fou, ils n'y sont pour rien. Et la mer est belle comme l'amour. En tout cas, moi, ce livre, je m'attendais à rien. Et j'ai été tellement agréablement surprise, genre... je sais pas si on entend la pluie. Ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas plu. C'est trop bien. On est enfin en automne. Mais ouais, là j'ai mal à la gorge. Enfin, j'ai beaucoup trop lu. Je voulais continuer, mais je vais arrêter. Bon. Salut tout le monde. Salut à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as regardée, je m'excuse parce que déjà je filme mal, j'ai pas de micro, je suis pas très claire dans mes explications. C'est un peu cafouille. Et voilà quoi.